Bonjour. L'exposé que je vais vous présenter, principalement centré sur l'Est de la France, est un peu un état des travaux actuellement que nous menons dans le cadre d'un programme sur le matériel de mouture. Les résultats que nous avons sont beaucoup moins aboutis que ceux du professeur Spen qui viennent d'être présentés. Je vais commencer par vous présenter un petit peu le cadre dans lequel je travaille, c'est-à-dire, comme l'a dit Jean-Pierre Brun en introduction, je fais partie d'un programme collectif de recherche, un PCR, qui s'appelle Évolution typologique et technologique des meules du néolithique à l'an 1000. Ce programme est coordonné par Olivier Buchen-Schulz, qui est au CNRS et à l'École normale supérieure, et par moi-même. Et au sein de ce programme, nous sommes une trentaine de chercheurs venant d'un petit peu tous les horizons de l'archéologie préventive et programmée. Ce programme, comme tous les programmes de recherche, va de région en région. En 2008-2009, nous étions en Midi-Pyrénées. Actuellement, nous sommes en Champagne-Ardenne. Au sein de ce programme, qui recense donc l'ensemble du matériel de mouture sur le territoire national depuis le néolithique jusqu'à l'an 1000, nous avons mis en place toute une série d'outils méthodologiques, comme un lexique, c'est notre collègue Florent Jaudry qui s'en occupe, dans lequel nous essayons de transcrire tous les termes relatifs à la mouture et leurs équivalents dans les langues étrangères. Nous avons également bâti des normes de dessin, c'est moi qui m'en suis occupé, à la fois pour les meules va-et-vient, les meules va-et-vient étant utilisées du néolithique jusqu'à la protohistoire, et les meules rotatives qui apparaissent chez nous à l'époque gauloise et qui vont durer pendant l'époque romaine, puis l'époque médiévale. Donc nous avons codifié le dessin et ces normes sont actuellement, on ne va pas dire utilisées, mais imitées également dans d'autres pays d'Europe, je pense notamment à la Norvège. Parallèlement, et là nous répondons un petit peu à un des objectifs dont Jean-Pierre Brun parlait dans son cours inaugural, nous avons créé une fiche descriptive qui permet d'alimenter une base de données. Nous avons une base de données pour les meules rotatives, je ne vous présente que celle-là, il en existe une autre pour les meules va-et-vient, et nous travaillons également sur des bases de données au niveau des roches meulières, mais aussi des carrières, c'est des réflexions qui sont en cours. Et chaque membre de notre PCR remplit ces fiches au fur et à mesure des études qui sont faites. Et en fin d'année dernière, nous étions à 3244 fiches uniquement pour les meules rotatives antiques, donc entre on va dire, l'âge du fer et la fin de l'âge du fer et l'époque romaine. Tous ces travaux, bien entendu, nous essayons de les diffuser le plus largement, et à l'issue du premier programme qui était en Midi-Pyrénées, nous avons organisé une table ronde dans laquelle nous avons pu présenter ces travaux. Voici la publication qui en est sortie. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu comment, dans une région, dans une micro-région comme celle sur laquelle je travaille, comment on a pu distinguer les meules des moulins et repérer des moulins que l'archéologie n'avait pas repérés. Cette région, donc, c'est essentiellement la Franche-Comté, pour lequel, pour l'instant, j'ai recensé plus de 320 meules antiques, dont 46 meules de grand diamètre, et une partie de la Bourgogne. Le travail est en cours. Vous voyez que les résultats sont beaucoup moins importants, puisqu'il n'y a que 60 meules étudiées, dont une bonne dizaine de meules de grand diamètre. En effet, vous remarquez que je fais la distinction entre les meules de faible diamètre et de petit diamètre. Les meules de faible diamètre, généralement d'un diamètre inférieur à 48, 50 ou 50 cm, sont des meules qui peuvent être maniées à la main, cette longueur de 48-50 cm correspondant d'ailleurs à peu près à la longueur du bras. Au-delà de cette mesure, il faut passer à un autre système d'entraînement qui peut être hydraulique ou à traction animale. Si on regarde les données de l'archéologie, les moulins que l'on connaît dans cette région, pour l'époque antique, on est assez pauvre, entre guillemets. On a quand même la chance d'avoir, pour Bourgogne-Franche-Comté, 3 moulins qui ont été identifiés.
Ce sont les moulins de Burgilles dans le Doubs, de Champlit en Haute-Saône et de Longwy en Côte d'Or. L'exemple le mieux connu est le moulin de Burgilles, une fouille récente menée par Olivier Simonin en 2007. Nous sommes dans le domaine d'une grande villa et au niveau de la porte de cette villa a été installée à la fin de l'occupation, dans la deuxième moitié du IVe siècle, une installation de meunerie. Vous voyez sur les photos qui sont ici un détail de la fosse d'engrenage au fond de laquelle étaient présents des fragments de meule. Vous en voyez un très beau ici. Et sur la photo du bas, le canal, la coupe du canal de Futte. Voici les meules qui ont été découvertes et elles sont. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'archéologue qui a fait cette fouille a découvert ces meules, il a immédiatement pensé à la présence d'un moulin, car il connaissait bien entendu la bibliographie et les exemples des martres de verre ou d'Avenches dans lesquels des meules similaires avaient été trouvées. Et ce qui a orienté sa recherche, ça a été immédiatement la découverte de ces meules. Donc nous sommes sur des meules qui sont façonnées dans une roche volcanique. On va utiliser le terme générique de basalte, même si ce sont plutôt des trachyandésites, puisque là on a fait des analyses chimiques qui nous le démontrent. Et nous avons principalement deux types de meules. Dans chacun des couples, vous avez toujours une meule inférieure qui est fixe et que l'on appelle la méta, sur laquelle allait tourner la meule supérieure. Et vous avez systématiquement une restitution de ces couples qui est proposée. On se rend compte aussi que dans cet exemple, les meules, qu'elles soient fixes ou mobiles, que ce soit les méta ou les catylus, sont de formes différentes. Nous avons ici un catylus proche de ceux qui ont été découverts au martre de verre ou à Avenches, alors qu'ici on a un catylus qui présente une forme beaucoup plus particulière, un petit peu en forme de demi-sphère. Les métas sont également différentes. Celle du bas est également proche de celle d'Avenches, celle de l'image du haut proche de celle d'Avenches, alors que celle du dessus est beaucoup plus massive et pourrait évoquer certaines pièces, par exemple, qui ont été découvertes à Barbegal. Voici la restitution de ce moulin que propose le collègue, sachant qu'en rouge, vous avez uniquement ce qui était conservé en fouille, c'est-à-dire le canal, le mur limitant la fosse d'engrenage et le fond de cette fosse, et autre élément présent sur le site, uniquement les meules. Depuis, l'étude des pièces métalliques a révélé qu'il était possible qu'il y ait quelques petits éléments présents, comme une crapaudine, qui pourrait également se rapprocher à cette installation de mouture. Autre exemple, le site de Longwy. C'est un site, un petit bâtiment romain, d'un plan d'ailleurs assez proche de celui de Burgilles, longé par un canal dans lequel a été découvert par Régis Labaune, qui a mené ce diagnostic archéologique, une meule également très proche de celle découverte à Burgilles, une meule qui est un catylus de type Avenches. À partir de là, tout un recensement, et c'est un peu le travail que nous menons dans le cadre de ce programme de recherche, tout un recensement a été fait sur l'ensemble de la région et on a découvert plusieurs meules qui présentaient les mêmes caractéristiques typologiques que les meules de Burgilles, de Longwy, mais aussi d'Avenches ou des martres de verre bien connus par la bibliographie. Et ces caractéristiques typologiques, elles sont assez simples. C'est une méta, donc une meule inférieure, avec un œil perforant. Je vais revenir un peu en arrière sur un dessin
voilà, l'œil de la méta est systématiquement perforant, ce qui permet la transmission de l'énergie par la fosse d'engrenage qui est située en dessous. Cet œil est de gros diamètre pour permettre le passage du gros fer, alors que le catylus, qui vient s'insérer dessus, lui a un système d'entraînement qui est systématiquement périphérique à l'œil. Vous voyez ici des systèmes d'anilles crampons, c'est-à-dire qu'on va avoir sans doute des crampons qui vont venir sur le dessus, comme on le voit ici sur la restitution, pour faire tourner cette meule. Donc, à partir de ces critères-là, nous avons essayé de rechercher quels pouvaient être les éventuels moulins hydrauliques présents dans la région et qui n'avaient pas été détectés lors de fouilles. Alors, on a mobilisé un petit peu l'ensemble des prospecteurs, des dépôts, des collections archéologiques, et on en trouve plusieurs. Alors, quelques exemples très rapidement. Vous voyez par exemple ici, sur les berges du Gravelon. Le Gravelon est un tout petit ruisseau sur lequel a été installé un moulin à l'époque médiévale, le moulin de Tervet, qui a été fouillé récemment. En remontant ce ruisseau, on va trouver une couche de tuiles en amont, de tuiles antiques, et on va trouver des fragments de meules qui sont des meules hydrauliques de type Avenche, mais avec la particularité, c'est que cette fois-ci, l'anille que l'on voit très bien ici est une anille inférieure. Mais on a toujours un système d'entraînement qui est périphérique à l'œil. Les exemples peuvent être nombreux. Ici, l'agglomération de la vallée d'Olle, en bordure d'un ruisseau, dans une petite bourgade, une meule également de type Avenche. Une fouille ancienne, en bordure de Saône, on trouve une meule à anille inférieure, et on pourrait multiplier les exemples comme à Roche-sur-Linotte. Un exemple assez intéressant au niveau du contexte de découverte. Ici, on est à Neuvy-sur-Seille, donc un petit moulin au XIXe siècle, et le meunier, en aménageant son bief, découvre des meules hydrauliques antiques, comme quoi la permanence des lieux. Et bien entendu, on pourrait multiplier les exemples. À partir de ce premier recensement, on arrive à 7 moulins hydrauliques qui sont probables ou attestés en Bourgogne-Franche-Comté, alors que l'archéologie ne nous en a livré que 3. Si on poursuit l'inventaire en prenant toutes les meules qui présentent les mêmes caractéristiques, on trouve 12 meules du même type, mais qui sont soit dans des contextes de réemploi, insérées dans des maçonneries, soit sans information sur leur contexte. Quand on a des meules sans information sur leur contexte, c'est par exemple le cas de Besançon ou de Mâcon, c'est dans les réserves du musée. On a des meules dont on sait qu'elles proviennent de la ville, mais on ne sait pas où dans la ville. Alors les caractéristiques de ces meules bourguignonnes et franc-comtoises, de ces meules hydrauliques, on se rend compte qu'elles sont essentiellement en basalte et qu'elles sont, toutes les autres matières étant des matières régionales, et qu'elles ne sont quasiment pas dans des matériaux régionaux. Alors, quand on regarde la géologie de la Franche-Comté et de la Bourgogne, le basalte n'est pas un matériau local, c'est un matériau d'importation avec 2 sources possibles, qui sont soit la région du Massif central, à 300-400 km au sud-ouest, soit à l'opposé, l'Eifel, la région de Mayenne, dont dans laquelle Robert Spen a pris des échantillons qui lui ont servi pour son expérimentation. Donc, et là aussi, on est à une distance de l'ordre de 300 à 400 km. Donc, ce qui veut dire que pour ces moulins hydrauliques, on va aller systématiquement chercher des meules ailleurs que dans les matériaux qui sont utilisés régionalement, couramment, pour les meules à main. Si on regarde les diamètres de ces meules, on a des diamètres qui sont systématiquement supérieurs à 50 cm et qui peuvent aller jusqu'à 85 cm. Les diamètres les plus forts, de l'ordre de 80 à 85, étant pour des meules essentiellement tardives des 3 et 4e siècles. On n'a pas de véritable pic au niveau de ces diamètres et il ne semble pas qu'il n'y ait
un diamètre préférentiel qui soit utilisé pour les meules hydrauliques. Si on regarde la pente de ces meules, on se rend compte que cette pente est comprise entre 16 et 39, 40 degrés, mais que si on regarde plus en détail, les meules en basalte ont une pente plus forte de 28 à 36 degrés, alors que les meules en grès locaux ont des pentes plus faibles. Au niveau de l'œil des métas, nous avons toujours, comme je l'ai dit, et par définition, des œils traversants avec un diamètre assez fort de 8 à 15 cm pour permettre le passage du gros fer. Au niveau de la typologie, les différents types de catylus que nous avons, donc des catylus de type avanche, c'est un peu un raccourci qu'on utilise dans le jargon des spécialistes de l'étude des meules, puisque sur ce site suisse d'Avanches, qui a été fouillé par Daniel Castella, de nombreuses meules ont été trouvées, et c'est un petit peu donc des meules de ce type-là. Et maintenant, quand on trouve ce type de meules un peu partout en France, on va leur donner le nom du site sur lequel elles ont été mises en évidence et publiées de manière détaillée pour la première fois. Et on se rend compte qu'on a donc des meules de type Avanche avec des anilles crampons qui sont en basalte, Longvig, Burgille, mais qu'on peut avoir des imitations dans des matériaux locaux, dans les quelques pièces qu'on a dans des matériaux locaux, comme un mandeur maté, quasiment au pied des Vosges. On a voici d'autres exemples, et on a également des meules de type Avanche avec des anilles inférieures à s'aligner, l'œillet, qui peuvent être là aussi, préférentiellement en basalte, mais quelquefois dans des matériaux locaux. Par contre, on a également d'autres types de meules. Vous avez ici, sur un moulin à Dijon et lors d'une fouille très récente à Champlit, des catylus qui ont une surface supérieure plate, la surface active étant en bas. Ces catylus ont généralement une pente plus faible que les pièces de type Avanche. Et on a vu l'exemple à Burgille de catylus en forme de sphère, beaucoup plus massifs, qui sont des pièces que l'on trouve à Burgille, mais qu'on a trouvé également à Beaune, dans des contextes relativement tardifs des 3 et 4e siècles. Les métas, on retrouve bien entendu les métas de type Avanche, je passe très rapidement, et quelques variantes de pièces un peu plus hautes, comme à Burgille. Là aussi, ce sont des pièces, ce sont a priori les métas qui fonctionnent avec ces catylus en forme de sphère, et on aurait des pièces tardives. On rejoint des observations qui ont été faites dans le sud de la France par Samuel Longepierre, où ce type de pièce apparaît à partir du milieu du IIe siècle. On s'est posé la question du statut sur lequel était présent ce type de meules, et on se rend compte, en regardant cette carte, qu'elles sont présentes assez fréquemment dans les agglomérations, depuis les plus grandes comme Besançon ou Autun, mais aussi sur des sites de villas, donc de vastes domaines. Et généralement, quand on en a sur des agglomérations ou des sites de villas, on a plusieurs meules de ce type. On a une seule pièce qui ne provient pas qui provient d'un site funéraire, Poligny, mais en fin de compte, ce site est un mausolée lié à une grande villa, donc on peut très certainement, la meule était insérée dans les maçonneries, lier cette meule au grand domaine dans lequel elle était. À côté de ces meules hydrauliques se pose la question des autres meules de grand diamètre, donc qui ne peuvent être entraînées à main, et nous en avons recensé 27 sur la région, répartis sur 22 sites. Je passe rapidement, puisque là on n'est pas dans la problématique des meules hydrauliques. On a une meule de type Pompéi, une imitation d'une meule pompéenne dans un grès local qui a été découvert à Chalon-sur-Saône. Et contrairement aux meules hydrauliques que nous avons identifiées, vous vous rendez compte en regardant cette carte qu'elles sont uniquement façonnées dans des matériaux régionaux. On n'a pas recours à des produits d'importation comme les basaltes. En revanche, les diamètres
vont se concentrer beaucoup plus fortement autour des valeurs de 54 à 55. On a des choses beaucoup plus faibles. On se rend compte également que les pentes de ces pièces sont beaucoup plus faibles, 8 à 18 degrés. On montait jusqu'à 40 degrés pour les meules hydrauliques, que l'œil des métas est souvent non perforant et de petit diamètre. En effet, là, vu qu'on a un œil non perforant, on ne peut pas imaginer un mode de transmission par en dessous, comme pour le moulin hydraulique. Donc on a un mode de transmission latéral, et il n'y a pas besoin de passer le gros fer au travers de cet œil. Les types, je passe très rapidement, donc dans des matériaux régionaux, sont avec des systèmes d'anilles crampons ou avec des œils complexes, et on note systématiquement l'absence d'encoche sur le côté pour l'entraînement. Les métas aussi à œil non perforant, je passe rapidement. Là aussi, quand on s'interroge sur le statut des sites sur lesquels ont été découverts ces meules, on se rend compte qu'on est essentiellement dans des agglomérations et des villas, comme pour les meules hydrauliques. En termes de chronologie, les meules hydrauliques que nous connaissons pour l'instant en Franche-Comté sont réparties sur l'ensemble de la période antique, depuis le début du 1er siècle. La meule qui a été retrouvée en réemploi dans les fondations du mausolée de Poligny, c'est un mausolée qui est de la première moitié du 1er siècle. Donc on a indirectement un des plus anciens indices de moulins de meules hydrauliques connus actuellement en France, puisque dans les plus anciens moulins hydrauliques connus que sont Saint-Doulchard et Arthur Meurthe, on n'a malheureusement pas de matériel de mouture. Et ces meules, on les retrouve jusqu'à la fin du 5e siècle. Idem pour les meules à traction animale. Là, on se rend compte qu'elles n'apparaissent qu'à partir du début du 2e siècle, excusez-moi. Donc, on a pu mettre en évidence dans cette région, par l'étude typologique précise, deux groupes bien distincts, les meules hydrauliques et les meules à traction animale, et qui sont toujours présentes, enfin plutôt présentes sur des sites dans lesquels il y a une population nombreuse, comme les agglomérations et les villas. On s'est posé également la question puisqu'on connaît des moulins hydrauliques, mais on ne connaît pas de moulins à traction animale, on s'est posé la question des structures qui recevaient ces moulins à traction animale. Voici deux exemples rapides. Celui de Bran, où en fin de compte on a toute une série de bâtiments qui ont été construits dans une même phase, avec un grand bâtiment, une aire empierrée et un bâtiment de type grange, et ensuite ce bâtiment au centre qui présente un gros massif de fondations circulaires au centre. Un autre site, celui de Chaussène, on est également dans la pars rustica de la villa, et on a une phase de construction où on a une grange qui est construite et un autre bâtiment avec un socle au centre. Notre hypothèse, mais pour l'instant ça n'est qu'une hypothèse et qui reste à confirmer, serait qu'on aurait dans ces pars rustica de villa, donc dans la partie agricole de ces grands domaines, une grande hall de stockage, une aire de battage correspondant aux aires empierrées, des bâtiments de type grange pour les céréales, et que ces bâtiments à socle circulaire en leur centre puissent être, c'est une hypothèse, d'éventuels moulins sur socle et munis ou pas d'une zone empierrée autour de permettant d'éviter que l'animal s'enfonce dans la terre. Donc ça, pour l'instant, c'est une hypothèse qui reste à travailler. Malheureusement, dans les deux cas, nous sommes sur des bâtiments particulièrement arasés, dont il ne restait plus que les fondations. Si on va un petit peu au-delà de l'Est de la France, et là je prends à la fin des années 90, voilà ce que nous connaissions comme moulins, et on avait une dizaine de sites connus, et il y avait deux sites qui avaient été étudiés et dont j'ai parlé, le site des Martres de Verre et le site d'Avanches, où déjà les chercheurs avaient indiqué que les types de meules hydrauliques bien particuliers qu'ils avaient sur leur site, ils les repéraient ailleurs, et ça leur permettait d'imaginer que sur ces sites-là, il y avait des moulins hydrauliques.
on prend la carte à la fin des années 2000, c'est une carte que j'ai dressée à la fin d'un colloque qui s'est tenu au mois de novembre à Lons-le-Saunier. Donc on a beaucoup plus de sites qui ont été découverts, on en a une trentaine, notamment grâce à la multiplication des fouilles et de l'archéologie préventive. Et si on regarde un peu de manière différente, et si au lieu de regarder les vestiges de moulins, on regarde les vestiges de meules en France, et qu'on fait le même travail qui a été fait en Bourgogne-Franche-Comté, ce que nous faisons dans notre programme de recherche. Donc voici une carte qui montre les régions sur lesquelles nous travaillons. Les régions en gris foncé étant celles qui ont été, entre guillemets, totalement étudiées, c'est-à-dire on a fait au moins le tour de tous les dépôts. Celles en gris clair, celles qui sont actuellement en cours d'étude. C'est une carte que je dois à Stéphanie Lepareux-Couturier qui est ici. Et on voit, les ronds indiquent le nombre de meules découvertes, de meules hydrauliques recensées dans ces régions. Nous n'avons pas pris pour l'instant en compte la région Languedoc-Roussillon, qui a pourtant fait l'objet d'une thèse récente, mais dont les travaux sont en cours de publication. Donc, dans ce travail qu'on a fait au sein de ce PCR, voilà la carte que l'on en tire. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu une étude régionale qui a été faite en Bourgogne-Franche-Comté, mais il y en a d'autres qui ont été faites dans le nord de la France. Vous avez Paul Picavet, en Île-de-France, Stéphanie Lepareux-Couturier, Alexandre Polinski dans les Pays de Loire et Samuel Longe-Pierre, dont j'ai déjà parlé, pour la Provence. Donc, on est en train réellement d'établir un véritable recensement. C'est un travail en marche, c'est un travail en cours et qui commence à porter ses résultats, puisque sur la partie nord de la France, nous sommes en train d'essayer de faire une première synthèse. Voilà, je vous montre juste une carte qui est la carte des meules hydrauliques pour l'instant que nous avons sur la partie nord de la France. Cette carte, à partir où on a pris un code couleur pour les matériaux, et on se rend compte que le phénomène observé en Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire la présence de meules hydrauliques essentiellement façonnées dans des roches basaltiques, se confirme sur l'ensemble de la France, puisque, on le voit, ce type de matériau est nettement plus courant pour ces meules-là, à quelques exceptions près, notamment l'Alsace. Donc pour l'instant, tout ce travail est en cours et nous sommes encore loin des résultats qu'a obtenu Robert Spen. Je terminerai en sortant un petit peu du cadre, et c'est une question que je me suis posée sur à l'origine de ces moulins. On voit qu'en Franche-Comté, les moulins apparaissent dès le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui a incité, alors qu'au départ, dans les sociétés néolithiques et proto-historiques, les moulins étaient souvent au sein de la maisonnée, c'était un outil domestique, un outil du quotidien. Là, on passe à un outil collectif. Je vous montre, on fait un petit saut en arrière, je vous montre juste rapidement ces images, et c'est pour l'instant une réflexion en cours et qui demanderait à être très largement approfondie. Voici le site de Sonsey-les-Mâcons, qui est un site de l'Athènes D1, D2. Et nous avons deux zones, une zone d'habitat et une zone de grenier sur ce site d'époque gauloise. On se rend compte que dans la zone d'habitat, on a quelques meules, quelques fragments de meules assez épars, d'ailleurs qui se regroupent souvent au niveau des concentrations de trous de poteaux marquant la présence d'un bâtiment. Alors que dans la zone des greniers, on a une véritable concentration des outils de mouture. Autre exemple, étudié par Florent Jaudry, qui fait également partie de notre PCR, le cas de Schaffersheim, en Alsace, comme son nom l'indique. On a en périphérie de cet habitat lathénien, on a toute une série de greniers avec, juste à côté, un espace de mouture dans lequel a été trouvé un couple de meules. Donc, une des idées, une des pistes serait peut-être qu'avant l'apparition de ces outils collectifs
que sont les moulins hydrauliques et que sont les moulins à traction animale, on a peut-être eu la création de zones de concentration des outils de mouture, qui sont peut-être les prémices des moulins. Voilà. Je vous remercie.